Bon, on est d'accord, c'est le dernier portrait. Donc on finit sur une note sérieuse, pas d'imitation. D'accord, pas d'imitation. Mais t'imites Sarkozy, là. Non, j'imite personne. J'ai toujours parlé comme ça. Monsieur Pujadas. Brice Hortefeux. Quelle indignité. Je suis sous bracelet. Mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, on vous emmène en 2007. Et oui, big up à la génération tectonique. Au Trocadéro, Alex, 14 ans, retrouve chaque samedi ses amis. Il danse depuis 4 mois. Certaines choses devraient rester cachées. Mais qui dit 2007 dit aussi présidentielle de 2007. Vous savez, celle qui a mené à l'élection de Nicolas Sarkozy, le mec qui a lu Le Temps des tempêtes, pour Audible. Il ne s'agit pas de lire, il s'agit d'interpréter. En 2007, Sarkozy est élu pour 5 ans, mais ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est le score d'un autre candidat à l'élection présidentielle. Jean-Marie Le Pen, 11,5%. Là aussi, vous découvrez les ambiances. Plutôt de joie au QG de François Bayrou. Pas du tout la même ambiance, vous le voyez au Front National, où il y a très peu de militants. Annoncé à 11,5% par les premières estimations, Jean-Marie Le Pen termine même à 10,44%, 6 points et demi en dessous du score qui lui avait permis d'atteindre le second tour en 2002 face à Jacques Chirac. Il signe même son pire résultat à une élection présidentielle depuis 1974. Et ce score flopesque du Front National, il va vite être attribué à la stratégie de Nicolas Sarkozy. Ouais, une stratégie de siphonnage des voix du Front National. Un siphonnage qui correspond à une réalité chiffrée. La politiste Nona Mayer estime que plus de la moitié de l'électorat lepéniste de 2002 a porté son choix sur le candidat de l'UMP en 2007. La chercheuse parle même d'un électorat lepéno-sarkozyste. C'est donc de ça dont on va vous parler aujourd'hui, de Sarkozy et de l'extrême droite. Oui, parce qu'il y avait plein d'angles possibles sur Sarkozy et de quoi faire au moins 2 épisodes de Faites entrer l'accusé. Et Nicolas Sarkozy alors, que devient-il ? Eh bien, il court toujours, échappant à la justice. Mais au vu de la percée actuelle du Rassemblement national, il nous a paru important de revenir sur la carrière de l'homme qui a longtemps chassé sur les terres de l'extrême droite. D'autres ont réussi, le plein emploi, l'intégration, la maîtrise de l'immigration. Je veux résoudre les problèmes de la France. Ça, c'est un clip de campagne. Et pendant cette capsule de 1 minute environ, il choisit de parler de l'immigration. Et c'est un choix qui n'est pas anodin. Un autre épisode illustre bien cette stratégie. Pendant la campagne, en mars 2007, Sarkozy est talonné dans les sondages par François Bayrou. Invité de France 2 pour l'émission À vous de juger, le candidat de l'UMP choisit la solution de la droitisation pour se démarquer. Invité à préciser le style de son gouvernement en cas de victoire, Nicolas Sarkozy dégaine une proposition iconoclaste. Il annonce qu'il créera un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Et il rajoute le lendemain en meeting à Caen: l'identité nationale n'est pas un gros mot. Chacun peut apporter à la France ce qu'il est, mais il y a des valeurs avec lesquelles nous ne transigerons jamais. La laïcité, la République, la démocratie, l'égalité homme-femme. Et le pire, c'est que ça va marcher parce que ce pays est raciste. Oui, suite à cette sortie, Sarkozy distance ses principaux adversaires, Ségolène Royal et François Bayrou, en passant de 26 à 30% dans les enquêtes d'opinion. Et ce ministère, il va vraiment le créer une fois arrivé au pouvoir. Brice Hortefeux, nouveau ministre de l'immigration et de l'identité nationale, rend en effet à Michel Alliot-Marie certaines institutions, comme la police aux frontières. Et le ministre du racisme, là, Hortefeux, il va être à l'origine d'une énième loi sur l'immigration. Et il va être aussi l'exécutant d'un des trucs préférés de Sarkozy, la politique du chiffre. Il a convoqué aujourd'hui une vingtaine de préfets n'ayant pas atteint leur quota d'expulsion. Nicolas Sarkozy a fixé à 25 000 par an l'objectif des expulsions. Or, à la fin juillet, le nombre atteint était de 11 000. Ce ministère, très décrié par la gauche, va tout de même exister jusqu'en novembre 2010. Et il sera successivement occupé par Brice Hortefeux et Éric Besson. Pour les plus jeunes qui nous regardent, Éric Besson, c'est un peu un proto-Manuel Valls. Il va trahir le PS, lui, en 2007. Éric Besson démissionne du Parti socialiste. Il a convoqué la presse pour annoncer qu'il abandonne tout, le parti, sa candidature aux législatives et même la politique. Il n'a rien abandonné, il est juste devenu de droite. Et il va devenir l'un des porte-paroles les plus zélés du discours d'ouverture à l'extrême droite du président de la République de l'époque. Oui, parce que pendant toute sa carrière politique, Nicolas Sarkozy a toujours pris soin de ne jamais stigmatiser les pauvres électeurs du Front National puis du Rassemblement national. Et ça, il l'a fait pendant tout son mandat. Ça s'est pas arrêté avec le ministère de l'Immigration. Regardez ce qu'il dit en 2012 dans la campagne pour sa réélection. S'il y a une candidate du Front National, c'est qu'elle avait le droit d'être candidate. Donc à partir du moment où vous vous présentez aux élections, vous avez le droit de vous présenter aux élections, à ma connaissance, vous êtes compatible avec la République. Cette déclaration qui avait choqué au point de faire la une de l'IB à l'époque. Ah bah oui, à l'époque, ça suffisait à choquer. Hein. Oui, alors que maintenant, Macron, il peut dire que le nouveau Front populaire a un programme immigrationniste au calme. Le curseur a bougé et le mandat de Sarkozy, il n'y est pas pour rien.
Oui, c'est pas que Sarkozy, c'est aussi son entourage. Tenez, cette idée de ministère de l'immigration et de l'identité nationale, là, ça a été proposé par Patrick Buisson. Et là, on va s'arrêter sur Buisson, on va faire un genre de portrait dans le portrait. C'est un DLC, mais gratuit. Patrick Buisson, il est forcément d'extrême droite puisqu'il est né dans le 16e arrondissement de Paris et qu'il est mort au Sable d'Olonne en Vendée. Essayiste, journaliste, président de la chaîne Histoire, Buisson va conseiller Sarkozy dès 2005, puis pendant sa campagne de 2007 et pendant son mandat jusqu'en 2012. Les médias parleront de ligne Buisson pour désigner l'influence de ce conseiller qui est passé par le journal Minute. Ouais, l'idée de ligne Buisson, en fait, c'est l'union des droites. C'est la même chose que ce que proposait Zemmour pendant la campagne de 2022. L'idée de faire alliance entre la droite républicaine et l'extrême droite. Et cette union, Buisson, il veut la réaliser en remportant une bataille culturelle. Petit paradoxe d'ailleurs, sa référence c'était l'italien communiste bien connu Antonio Gramsci, celui qui avait théorisé l'idée que pour conquérir le pouvoir, il fallait au préalable gagner la bataille des idées. Gramsci parle très exactement d'hégémonie culturelle, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il faut influencer la société par la culture et l'idéologie. Buisson, il va influencer Sarkozy pour qu'il reprenne à son compte cette idée, ce genre de gramschisme de droite. J'ai fait mienne l'analyse de Gramsci. Le pouvoir se gagne par les idées. C'est la première fois qu'un homme de droite assume cette bataille-là. Dans son bouquin, Buisson explique que c'est lui qui a fait ajouter cette phrase. Mais bon, il n'y a pas eu besoin de pousser beaucoup Sarkozy, parce que Buisson, il savait dans quoi il s'était fourré. Faites comme si vous avez rien entendu. Ouais, parce qu'en fait, Sarkozy, dès 2001, dans son livre Libre, il avait déjà théorisé le concept de droite décomplexée. Tandis que la gauche ne cesse d'affirmer sa fierté d'exister en tant que telle, nombre de responsables de l'opposition considèrent comme quasi infamant d'être catalogués à droite, tout en s'abstenant de préciser ce qu'ils sont. Ce faisant, ils organisent les conditions de notre défaite idéologique avant même l'engagement de la bataille. Car enfin, pourquoi donc serait-il noble d'être de gauche et faudrait-il s'excuser d'être de droite ? Sarko, il a pu appliquer cette politique de la vraie droite, dure et véritable, pendant presque 4 ans quand il était ministre de l'Intérieur entre 2002 et 2007. Il réunit 2000 commissaires de police à Paris et annonce le retour du tout répressif. La peur doit maintenant changer de camp. C'est aux délinquants de craindre les forces de l'ordre et pas à celles-ci de redouter de pénétrer dans certains quartiers. Ouais, en fait, on vous en avait déjà un peu parlé dans notre vidéo sur Villepin. Quand celui-ci était Premier ministre, en fait, son opposition avec Sarkozy, c'était aussi l'opposition entre deux lignes de la droite. Oui, sauf que les gens, ils sont racistes. Donc c'est celui du Karcher qui a gagné. Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Dès 2005, l'association ACT UP ne s'y était pas trompée puisqu'elle avait publié avec un collectif de sans-papiers une affiche de Nicolas Sarkozy avec un appel à voter Le Pen. L'association de lutte contre le sida dénonçait sur son site la guerre menée aux étrangères et la dérive du ministre de l'Intérieur vers un discours et une politique d'extrême droite toujours plus affirmée. L'affiche, elle a fait du bruit, elle a scandalisé la droite et elle a continué à être relayée jusqu'à la campagne de 2007. Et Patrick Buisson, il était ravi de cette affiche. Elle eut pour effet de rabattre toute une partie de l'électorat du Front National, découragé par l'absence de perspective d'une 4e candidature de Le Pen à la fonction suprême vers le candidat de l'UMP que l'on avait cessé de lui présenter comme un substitut du vieux leader frontiste et finalement beaucoup plus dangereux puisque susceptible d'accéder au pouvoir. Alors, je ne sais pas si l'affiche a pesé tant que ça, mais ce que dit Buisson, en tout cas, ça rejoint les conclusions des chercheurs sur les transferts d'électorat. Vous savez, les sarko-lepénistes, là. La spécialiste en sociologie électorale Nona Mayer a notamment découvert que les lepénistes qui ont basculé vers Sarkozy en 2007 l'ont fait parce qu'ils croyaient en sa stature d'homme d'État. Bah c'est sûr, tu me dis Sarkozy, moi je pense homme d'État. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs... Alors, y a-t-il des questions ? Ici ? Ah non, je ne pas. Tu me salis. Casse-toi là, Bon, on se moque, mais c'est vrai que Sarkozy, il a été maire, il a été ministre de l'Intérieur, il a été ministre du Budget, et puis surtout, il fait beaucoup moins peur que Le Pen. Et puis, certains lepénistes ont l'impression que leurs idées peuvent arriver au pouvoir grâce à Sarko. S'ils sont en phase avec Jean-Marie Le Pen sur le rapport aux immigrés, à l'islam, à l'ordre, ils trouvent leur compte dans les propos de Nicolas Sarkozy sur la maîtrise de l'immigration, le rétablissement de l'ordre, le retour au travail. Et ils ont manifestement des doutes sur la capacité de Jean-Marie Le Pen à mettre ses propositions en œuvre. Bon, on a vu que la strate de Buisson, elle a fonctionné en 2007. Mais alors pourquoi, avec la même stratégie, Sarko il perd en 2012 ? Oui, c'est bizarre. Pourtant, tout au long du mandat, Sarkozy va garder un cap clair, notamment en mettant en place un débat sur l'identité nationale. À Strasbourg, Nicolas Sarkozy venait parler grand emprunt. Au même moment, le président s'efforce aussi de se réapproprier un autre débat, celui de l'identité nationale. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, le chef de l'État estime qu'il ne faut surtout pas occulter le sujet. En 2010, à Grenoble, Sarkozy va prononcer un discours qui deviendra le symbole de la reprise par la droite républicaine des thèmes et des thèses de l'extrême droite. Enfin, il faut le reconnaître et je me dois de le dire, nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration
insuffisamment régulés qui ont abouti à un échec de l'intégration. Je ne me suis jamais laissé intimider par la pensée unique. Il est quand même invraisemblable que des jeunes gens de la deuxième, voire de la troisième génération se sentent moins français que leurs parents ou que leurs grands-parents. Tous ici, vous pourriez en porter témoignage. Tous. Tous, vous avez des exemples. Pourquoi ne le dit-on pas? On a peur? Il va aussi évoquer la suspension des allocations familiales pour les familles dont les enfants ne vont plus à l'école, et puis la déchéance de nationalité pour les Français d'origine étrangère. Et ça, c'est super choquant, parce qu'en fait, il crée une distinction entre les Français d'origine étrangère, donc qui peuvent être déchus, et les autres. Le discours de Grenoble a provoqué un tollé. En liant nationalité et délinquance, il fait ce que personne n'a jamais osé faire dans l'arc républicain, s'alarme Jean-Jacques Urvoas, secrétaire national du PS chargé de la sécurité. Jusqu'à présent, ce discours était l'apanage de l'extrême droite. Pierre Moscovici va plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire Français de souche et Français d'origine étrangère? Faudra-t-il bientôt porter un signe distinctif pour le savoir? Cette mesure scandaleuse rappelle celle en vigueur sous l'occupation. Monsieur Le Pen et sa fille n'ont plus besoin de parler, la copie parle à leur place, conclut Noël Mamère. Et après ça va être la fuite en avant, la surenchère sécuritaire. Les discours vont être de plus en plus proches de l'extrême droite. Une fuite en avant à un point où des membres de sa majorité commencent à s'éloigner de lui. Écoutez Frédéric Lefebvre, un très proche de Sarkozy depuis les années 90. C'est 2011, j'ai commencé à voir la pente sur laquelle Nicolas Sarkozy emmenait toute la droite. On a vu d'ailleurs cette pente devenir de plus en plus glissante. On a vu les centristes se sentir de plus en plus mal à l'aise à l'intérieur des Républicains. Ah oui, parce que ce que se dit Sarkozy, c'est que bon, j'ai gagné en 2007 en parlant comme le Front National, alors pourquoi ne pas faire pareil en 2012 ? Je crois que c'est un moment de rupture idéologique que j'ai très clairement à ce moment-là avec Nicolas Sarkozy, qui considère que c'est comme ça qu'on va gagner. Mais bon, en 2012, un mandat était passé et Sarko était très impopulaire. Oui, les gens lui reprochaient son côté bling-bling, le dîner aux Fouquettes, les Rolex. Pharyngealize, becquet arrière, jambe BBS 100 pouces, je te dis pas le prix, c'est indécent. 30 000 € la jambe. C'est les as du tuning qui sont mis sur mon avion. Il en jette, hein? Non? Et en 2012, ce qui devait arriver arriva. Sarko est battu et par le candidat le moins charismatique du monde. Solstice, 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 solstice. Et là, faut qu'on cite à nouveau notre ouvrage de référence, La cause du peuple, de Patrick Buisson. Même si on le hait, Buisson. Je l'ai. Par pan entier, l'électorat populaire qu'il avait rallié au premier et au second tour de la présidentielle de 2007 commençait à subir l'attraction de Marine Le Pen, héritière un peu fruste, mais déterminée du label familial. On prêtait à la présidente du FN les mêmes qualités que celles qui avaient été associées au candidat de l'UMP en 2007. La stratégie sarkozyste de siphonner les voix du FN n'aura pas fonctionné bien longtemps. En 2012, Marine Le Pen obtient 17,9% des suffrages, récupérant ainsi toutes les voix parties chez Sarkozy en 2007 et améliorant même le score de Jean-Marie Le Pen en 2002, même si elle ne parvient pas à se qualifier au second tour. Sarkozy a vraiment été l'homme qui a fait sauter les digues. Oui, là où Chirac était dans une logique de cordon sanitaire, c'est pas du tout le cas de Sarkozy qui, depuis le début, considère que l'extrême droite fait partie de l'arc républicain. Je vais même vous rappeler quelque chose. Ma première élection en 1984 comme conseiller général, j'ai Marie-Caroline Le Pen contre moi. Mais je les ai toujours reçus, parce que je déteste la diabolisation. La mienne, comme celle des autres. Stratégiquement, ça va se traduire au régional de 2015 par un refus de Sarkozy à appeler à voter contre le Front National. Ni de rapprochement, ni de front républicain. Chacun prendra ses responsabilités et analysera les résultats au premier tour. Et cette stratégie sarkozyste, elle a tout à voir avec l'état actuel des Républicains. Le parti est aujourd'hui tellement droitisé qu'on arrive difficilement à le différencier du Rassemblement national. Certains députés LR de l'Assemblée actuelle ont d'ailleurs été élus à la suite d'un accord avec la formation d'extrême droite, sous l'impulsion d'Éric Ciotti. On a l'impression qu'on arrive à la fin d'un processus qui a été engagé en 2007. Aujourd'hui, il reste plus grand monde à LR pour maintenir le cordon sanitaire. À part le usul-vupéiste là, sur Baxit. Vous avez publiquement appelé à voter pour le nouveau Front Populaire au second tour face au Rassemblement National. Qu'est-ce qui vous a décidé à prendre cette position qui n'est pas naturellement celle de votre parti ? Eh bien, écoutez, déjà la mesure de l'enjeu historique avec le score qu'a fait le Rassemblement national à la suite de ce premier tour.
Alors le Front républicain qui devient une position iconoclaste à LR, c'est assez inédit. Mais il faut pas oublier que dans les années 80-90, il y avait déjà une partie de la droite qui avait aucun scrupule à faire alliance avec l'extrême droite. Exemple en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le RPR et l'UDF ont fait alliance avec le Front National et dirigé la région avec lui, de 1986 à 1992. Toujours dans cette région, il y eut des désistements réciproques à Marseille lors des législatives de 1988 entre candidats RPR et frontistes. Mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est que l'extrême droite, elle est hégémonique et donc en position de force face à des républicains qui savent plus trop comment se positionner. Oui, une partie est alliée aux macronistes, une autre au RN, qui sont un peu perdus politiquement. Oui, et ça c'est aussi parce que Sarko a pas mal participé à brouiller les clivages politiques. Mais enfin, Ostémodi, c'est totalement contradictoire avec ce que vous disiez avant, il a pas pu brouiller les clivages vu qu'il était clairement de droite. Non, c'est scandaleux, vous dites tout et son contraire, je vais faire un react sur Twitch. Eh bien, détrompe-toi, spectateur malicieux qui entame cette année la préparation du concours de l'IEP de Grenoble et dont les parents sont respectivement proviseurs de lycée et cadres chez EDF. C'est très ciblé. C'est 30% de notre audience, je pense. En vrai, le paradoxe, il existe, mais il vient pas de nous, il vient de Sarko. Parce que Sarkozy, c'est un opportuniste, c'est pas un idéologue. Il se moque des contradictions, lui, il adapte sa stratégie. Des politiciens sans idées et opportunistes. J'ai l'impression qu'on dit ça dans un portrait sur deux. Ça fait réfléchir. Et c'est cet opportunisme que lui reproche Buisson d'ailleurs. La ligne Buisson n'avait été pour lui qu'un logiciel électoral. Celui qu'il avait jugé le plus performant pour siphonner les voix du Front National en 2007, puis pour éviter l'humiliation d'une écrasante défaite en 2012, en se gardant bien, dans l'intervalle, de lui donner la moindre application politique, ou si peu. Bon, Buisson, il dit que Sarkozy, il est pas assez de droite. Normal, Buisson, c'est un réac. Mais ce qui est vrai par contre, c'est que tout en jouant les gros bras de droite, je suis un facho, tout ça, Sarko, il est aussi allé chasser sur les terres de la gauche. Là, on pourrait multiplier les exemples, à commencer par Éric Besson ou Bernard Kouchner, ministre d'ouverture transfuge du Parti socialiste. Les socialistes, ça fout la merde! Sarkozy n'a pas hésité non plus à récupérer des symboles de gauche comme Guy Môquet ou Jean Jaurès, ou encore à défendre des mesures qui ont hérissé les cheveux du crâne chauve de Patrick Buisson, comme la discrimination positive ou une représentation pour l'islam de France. Donc voilà, ça ne contredit pas sa droitisation, c'est juste des éléments qui ont contribué à brouiller le clivage gauche-droite. Les chercheurs Alain Bergoumiou et Caroline Werkoff-Leloup mentionnent que dès le début, la stratégie de Sarkozy est d'être omniprésent dans les médias et de prendre position sur tout. Ouais, il récupère les thématiques de gauche en les vidant de leur substance. Pour la campagne de 2007, il fait ça avec la valeur travail. C'est son fameux « travailler plus pour gagner plus ». Ça, c'est un slogan qui va plaire aux classes moyennes et populaires. Il récupère à gauche, mais en même temps, il rend la gauche responsable de tous les problèmes, notamment en reprenant l'un des poncifs de Buisson sur mai 68. Entre Jules Ferry, qui voulait l'école de la République, de l'excellence, de l'exigence et du respect, et les 68ards qui disaient « il faut jouir sans contrainte », moi j'ai choisi Jules Ferry. On a supprimé tous les repères, toutes les valeurs, et à l'arrivée, on a oublié une chose, c'est qu'un jeune se construit en transgressant. Mais quand il n'y a plus de règles, qu'est-ce qu'on transgresse? Bah oui, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter, quoi. De l'opportunisme politique, aucune colonne vertébrale idéologique, sauf quand il s'agit d'être d'extrême droite, on comprend mieux la relation entre Macron et Sarkozy. Dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy n'est jamais bien loin, présent à toutes les cérémonies officielles. Les deux hommes s'appellent régulièrement. L'ancien chef de l'État donne des conseils et veut agir en soutien à l'actuel président. Comme Macron en 2017, Sarkozy va avoir recours à de la triangulation, c'est-à-dire reprendre les thèmes de ses principaux adversaires politiques. Et comme Macron après 2017, Sarkozy a fini par dérouler un discours de droite dure sans aucune forme de concession pour les castors que nous sommes. Bah oui, la gauche a fait barrage de toute façon. Donc pourquoi pas essayer de récolter en plus les électeurs du Front National ? Pourquoi pas? Après tout, ce n'est pas une propriété privée. Si des gens reconnaissent, font les mêmes analyses que moi et lancent les mêmes mots d'ordre, ben oui, c'est eux qui se Jean-Marisent. Ça n'est pas moi qui me sarkozise. Et les mêmes discours ont les mêmes effets. Le brouillage des clivages entre la gauche et la droite finit par alimenter la défiance des électeurs vis-à-vis de la classe politique. La reprise des thèmes de l'extrême droite engendre la montée du Front National, puisqu'au final, les gens d'extrême droite préfèrent voter pour l'extrême droite que pour un imitateur. Et les faits sont têtus. Le RN est à 37% au second tour des législatives en 2024, malgré les efforts de tous ceux qui ont voulu copier la stratégie de Sarkozy en 2007. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. 2007, c'est un peu particulier, puisque c'est la seule fois où un homme politique de droite a réussi à siphonner les voix de l'extrême droite sans perdre ses électeurs les plus modérés. Alors pourquoi ça ne marche plus aujourd'hui ?
Peut-être parce que tout le débat public a glissé vers la droite. Ouais, des propos que tenait Sarkozy en 2007 ou en 2012 et qui faisaient scandale, aujourd'hui, malheureusement, ils paraissent d'une grande banalité. Je suis même sûre que si un macroniste ressortait le discours de Grenoble aujourd'hui, ça choquerait pas grand monde. En fait, c'est déjà le cas. Je souhaite que la responsabilité des parents soit mise en cause lorsque des mineurs commettent des infractions. Les parents, manifestement négligents, pourront voir leur responsabilité engagée sur le plan pénal. Et vous savez, on me dit souvent, que fait le ministre de l'Intérieur quand il y a un coup de couteau qui est donné à un autre gamin de 14 ans? J'ai dit, mais le ministre de l'Intérieur, c'est comme les policiers, ils ne constatent que la défaillance des parents. Donc remettre l'autorité parentale au centre, et moi je suis pour l'expulsion des logements sociaux, des familles qui laissent leurs enfants faire absolument n'importe quoi, et je suis évidemment pour prendre des décisions fermes. Sarkozy, c'est le point de départ de cette vague d'extrême droitisation de la droite. Une vague qui a conduit à la défaite de Fillon. Fillon qui avait pourtant lui aussi tout fait pour draguer les plus conservateurs. Patrick Buisson avait même affirmé en 2016 qu'une victoire de Fillon serait une révolution conservatrice. Le brouillage des clivages, lui, a été parachevé par Emmanuel Macron. Macron a gouverné à droite, mais en détruisant tous les repères politiques. Et il a accumulé un niveau de défiance et de haine à son encontre assez inédit. Et le RN, il est plus fort que jamais. Et on se retrouve à être content qu'il n'y ait que 126 députés, alors qu'en 2012, la présence de 3 députés d'extrême droite était déjà un scandale. Et que personne ne leur serrait la main. Monsieur Ciotti. Et la droite républicaine se retrouve en PLS. Ouais, on vous l'a dit, LR, ils ont du mal à trouver un espace politique entre ceux qui sont partis chez les macronistes et les plus droitiers qui se sont alliés au RN. Et le plus rageant, c'est que cette stratégie, les partis de droite continuent de l'utiliser, alors qu'elle ne marche plus depuis 15 ans. Ou alors la stratégie, elle fonctionne, mais pour le RN. Bah oui, le RN est devenu un parti presque normal, avec qui il est envisageable de gouverner et qu'on peut même intégrer à nos institutions. Mais en tout état de cause, la voix du Rassemblement national sera entendue dans les instances de l'Assemblée nationale, soyez-en sûrs. C'est extrêmement important pour moi. J'ai toujours pensé cela et je veillerai attentivement à ce que chaque Français qui a voté pendant ces élections législatives soit entendu à l'Assemblée. Et la normalisation est telle que même des journalistes mainstream en sont rendus à dire que le RN, c'est pas vraiment d'extrême droite. Étudiant les extrêmes droites en Europe, j'ai vu ce que proposait Geert Wilders aux Pays-Bas, j'ai vu ce que proposait l'AfD en Allemagne, et j'ai vu le fossé quand même qui séparait ces partis du Rassemblement national, par exemple. Comment on les appelle alors, Geert Wilders ou l'AfD, si on appelle le Rassemblement national extrême droite? Chez nous, c'est l'extrême droite, ailleurs, c'est l'extrême droite. On vous a présenté une figure qui a participé à la banalisation de l'extrême droite. Évidemment, c'est pas le seul responsable. Par contre, c'est un des seuls qui ira en prison. Bon, pas pour ça, mais c'est toujours ça de prix. Bon, Sarko, c'est quand même l'un des responsables les plus identifiés. Il a été président pendant 5 ans et puis ministre du Budget et de l'Intérieur sous Chirac pendant longtemps. Et c'est lui qui a installé cette stratégie de courir après le RN, avec efficacité au départ, hein. Et il l'a fait en écoutant un giga facho comme Patrick Buisson par pur calcul électoral. Donc c'est un président de droite, soi-disant républicaine, qui a accepté d'être conseillé par un type qui est globalement Éric Zemmour. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Voilà, c'était le dernier épisode des Portraits. Vincent Bolloré a coupé les financements de Blast, donc il supprime l'émission. Voilà, c'était le dernier épisode des Portraits. On arrête l'émission. Voilà. Allez, salut. Écoutez, c'est pas par gaieté de cœur que je dis tous les portraits. C'est un format qui ne plaît plus aux Français. On n'a pas arrêté les portraits. C'est juste l'émission qui s'est stoppée d'elle-même. Voilà, c'était le dernier épisode des Portraits. Le format ne reviendra pas à la rentrée, mais ne soyez pas tristes. On fait évoluer la formule. C'est fini les grands hommes. Mais on va passer à une formule plus sciences sociales. On va essayer de répondre à l'actualité avec les sciences sociales, et notamment avec la sociologie. C'est un format qui nous convient plus, qui correspond plus à notre formation, à Maudit et à moi, donc on espère que ça vous plaira. Il nous manque juste un titre. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, on les reprendra gratuitement sans vous payer de droits d'auteur. En attendant, on n'oublie pas, même pendant l'été, on soutient Blast. N'hésitez pas à vous abonner et puis à activer la cloche. Allez, on se donne rendez-vous en septembre et bon été à tout le monde.